vendredi, la grande table laisse place à la parole critique. Toutes les semaines, nous parlons de l'actualité culturelle avec des professionnels de la profession. 4 ou 5 objets de culture de part et d'autre du journal. On évoque avec enthousiasme et dans la belle contradiction des livres, des disques, des films, des bandes dessinées, bref, tout ce qu'on trouve en ce moment de beau divertissement, et on en trouve. La critique. Lucille Como. Aujourd'hui, sous les feux de la critique des sœurs inquiétantes, une mère abusive, un père cruel et une déesse vengeresse. Après le journal à 12h55, nous parlerons de spectacle pour le petit écran, Mithridate de Racine et Actéon de Charpentier. Mais pour l'heure, je suis en studio avec Philippe Chevillère, rédacteur en chef culture au journal Les Échos, et en ligne avec Elisabeth Philippe, journaliste et critique littéraire à l'Obs. Nous parlons donc de l'actualité de romans. Dans quelques instants, Nos enfants sont rois de Delphine de Vigan, mais tout de suite, Sœurs de Daisy Johnson. Une maison. Un aperçu à travers la haie, à l'autre bout des champs. Blanc sale, fenêtre qui s'affaisse dans la brique. Main dans la main sur la banquette arrière et sous le rayon de soleil qui filtre par le toit ouvrant. Épaule contre épaule, nous partageons toutes deux le même air. La route est longue, elle remonte la colonne vertébrale du pays, esquiver Birmingham par son périphérique, passer Nottingham, Sheffield, Leeds, s'engouffrer dans la chaîne des Pennines. Cette année hantée. Quoi ? Cette année où, comme les précédentes, nous n'avons pas d'amis et sommes par nécessité livrés à nous-mêmes. Cette année où nous les avions attendus sous la pluie près du vieux court de tennis. À la radio, des températures plus élevées en provenance du sud, opération de police signalée à Whitby. Les mains de maman qui frottent le volant. Nos pensées qui volent comme des hirondelles. Le capot de la voiture qui monte et descend comme une proue. Il y a la mer quelque part. Tirer la couette sur nos têtes. Cette année où la terreur vient d'ailleurs. La terreur est dans le studio. Ça, c'est la première page de Sœurs, lue par Boris Pinault. Daisy Johnson est née en 1990 en Angleterre. Sœurs est son deuxième roman, après un premier très remarqué par la critique. Il est publié en France chez Stock, dans une traduction de Laetitia Deveau. C'est un récit qui alterne entre la première personne et un narrateur extérieur, celui de deux sœurs, Juillet et Septembre. Elles ont à peine un an d'écart. On les découvre emménageant dans une vieille maison délabrée non loin de la mer. Leur mère s'enferme, on devine que quelque chose de grave vient d'avoir lieu et les voilà livrées à elles-mêmes dans des investigations, des bêtises de gosses, mais aussi des jeux dangereux. Philippe Chevillet, une première impression sur ce roman Sœurs. Je me remets de la lecture de Boris Pinault. C'est très angoissant, mais c'était bien cet extrait parce qu'il résume assez bien le côté mystérieux du livre, l'écriture aussi qui est très belle. Et on parle beaucoup à propos de ce livre d'un roman et d'une écrivaine néo-gothique parce que son premier roman était un peu de la même eau. Roman gothique postmoderne. Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle convoque en fait un peu les fantômes de la littérature anglaise pour les plonger dans une sorte de bain d'acide du XXIe siècle, puisqu'on a effectivement l'histoire de ces deux sœurs, Juillet et Septembre. Juillet la cadette, Septembre qui est l'aînée, qui a beaucoup d'emprise sur la cadette. Elle débarque dans cette maison mystérieuse dans le Yorkshire, au bord de la mer, et il s'est passé quelque chose au lycée. Et de ces deux jeunes filles, on ne saura en fait ce qui s'est passé que très tardivement, et on comprendra ce qui se passe vraiment aussi très tardivement. Donc il y a un suspense. Alors ça fait penser un peu effectivement à Rebecca de Daphné du Maurier. On peut évoquer ces souvenirs-là, mais en même temps c'est très ancré dans le monde moderne et les sentiments qu'elles éprouvent, les affres de l'adolescence, l'éveil de la sexualité et les rapports, la sororité. Perverse qui unit ces deux sœurs, perverse, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais enfin la sororité bizarre ou malaisante, et à quelque chose de très moderne. Donc moi j'ai été effectivement très conquis par ce livre qui est un peu terrifiant. Elisabeth Philippe. Oui, moi aussi j'ai beaucoup aimé ce livre, j'étais vraiment séduite par le lyrisme noir, un peu marécageux qui s'en dégage. Alors je ne sais pas, j'ai cru reconnaître la musique de Shining tout à pendant fait. la lecture. C'était bien ça, bravo. Oui,
Et les deux sœurs, effectivement, qui sont donc très rapprochées, qui forment une sorte de créature chimérique, presque bicéphale, elles peuvent également rappeler les fameuses sœurs terrifiantes du film de Stanley Kubrick. Et comme le disait parfaitement Philippe, c'est effectivement un roman qu'on peut qualifier de néo-gothique parce qu'il en reprend vraiment tous les codes qui sont très précis. On a donc cette angoisse, ce mystère, puisqu'au cœur du livre, il y a ce drame qui les a conduites, elles et leur mère, à se réfugier dans cette maison et dont la nature est distillée par petites touches au fur et à mesure du roman. Et puis, centrale également, c'est la maison. Et la maison, c'est un élément extrêmement important de la littérature gothique. Et comme dans tout bon roman gothique, cette maison-là, perdue au milieu de la nature, au bord de la mer, battue par les vents, c'est une maison sale, un peu hantée, et une maison qui est presque un organisme vivant. Les murs frissonnent, il y a ce garde-manger terrifiant qui forme presque les entrailles de la demeure. Et on peut penser parfois aussi à la romancière américaine Shirley Jackson qui a écrit La maison hantée. Et les deux sœurs un peu inquiétantes, un peu étranges, Philippe disait une sororité un peu perverse. C'est vrai qu'il y a quelque chose de malsain, de presque cruel entre elles. Elles se mordent, elles se pincent, elles se délectent des massacres d'animaux devant les documentaires animaliers de David Attenborough. Donc il y a quelque chose de très inquiétant qui se dégage de ça. Et comble ou grand paradoxe du livre, la maison s'appelle Settle House. Donc settle, en anglais, ça veut dire installer, arranger. Et là, tout est absolument dérangé parce qu'on est constamment un peu perdu dans ce qui se passe. Il y a un phénomène de dissociation, il y a ce mystère, bien sûr, et puis cette relation entre les deux sœurs est très étrange. La mère qui est quasiment absente, comme si la maison s'était substituée à la mère. Elle devient une forme de matrice, cette maison inquiétante, matrice des traumas de cette famille, puisque c'est la maison dans laquelle a vécu aussi le père des deux jeunes filles qui est décédé. Donc il y a vraiment toute cette ambiance qui est très très bien posée, je trouve, par Daisy Johnson, et servie par son écriture qui, encore une fois, je parlais de lyrisme noir, c'est le cas, mais c'est très ténu aussi, c'est pas appuyé, elle sort pas, c'est pas grandiloquent, il n'y a pas d'étoiles d'araignée à toutes les pages. Je trouve qu'il y a vraiment un très bel équilibre, très bien rendu, notamment par l'excellente traduction de Laetitia Deveau. Donc je trouve que tout ça participe du charme vénéneux, inquiétant de ce roman. Oui, il y a une force dans l'écriture d'une réalité dont on ne sait jamais si elle est le vrai ou le cauchemar. Il y a par exemple une scène qui est vraiment au cœur du roman, qui m'a beaucoup marquée, que je trouve assez belle et qui d'ailleurs inaugure une forme de basculement, qui est une scène sur la plage, puisque les deux filles sont invitées pour le coup, par le réel, par l'extérieur, par d'autres jeunes, à les rejoindre sur la plage le soir. Et elles se retrouvent dans une sorte de pique-nique autour d'un feu, quelque chose de très adolescent. Et là, avec le noir, l'obscurité, l'alcool qui commence à faire effet, Juliette, sa tête lui tourne, elle va dans l'eau, elle revient sur la plage. Elle a vraiment un gros trouble d'identité qui se révèle à ce moment-là. Et là, l'écriture, je trouve, de Daisy Johnson prend en effet toute sa valeur lyrique, son poids lyrique dans le cauchemar. Philippe Chevillet. Oui, je suis tout à fait d'accord, et je pense que... Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la partie gothique, c'est vraiment un sans faute, parce que au-delà de la maison qui, comme disait Elisabeth, c'est vraiment l'organisme vivant, avec même des recoins qui à certains moments deviennent effrayants. Ça, c'est très réussi. Et il y a le pendant qui est cette plage et cette mer qui pourrait être un endroit de respiration, et qui est en fait assez lugubre dans son... Elle est à la fois aveuglante, et puis la nuit, ce pique-nique qui est une scène très, très adolescente, qui effectivement devient quelque chose de presque onirique, fantastique. Ça, je trouve ça vraiment très réussi. Et l'autre chose que je suggérais un petit peu dans ma première intervention, c'est ce lien qu'il y a entre le monde moderne, c'est-à-dire qu'elle arrive à ce qu'on ait des scènes au lycée ou dans la ville avant d'arriver donc dans cette maison où on se trouve confronté au harcèlement, à la cruauté adolescente, et ça pourrait être une juxtaposition en fait de deux ambiances, voilà. Et pas du tout. Le tout se fond très, très habilement. Et ce que je trouve aussi très réussi, c'est la dimension sexuelle, la découverte de la sexualité qui est aussi très, très simple, très naturelle, très moderne, et qui fait aussi un peu peur, mais qui fait partie vraiment bien de façon organique du livre. Je ne suis pas absolument certaine d'être d'accord avec vous. Alors, je ne sais pas, Elisabeth, si vous l'êtes, sur justement la réussite de l'autre couche, on va dire, du roman, qui est
la couche adolescente un peu plus typique, donc la chronique sociale, ces adolescentes de nos jours qui se retrouvent prises dans des embrouilles dans leur classe, avec des histoires de photos, de nus qui circulent, donc des motifs qu'on connaît bien dans une certaine littérature adolescente réaliste, disons. Moi, j'ai beaucoup plus de réserves justement sur cette juxtaposition dont vous parliez, Philippe. Elisabeth? Alors, je ne trouve pas que ce soit pesant. Je suis d'accord avec vous, c'est peut-être un peu moins bien réussi. D'ailleurs, l'écriture est un peu plus plate, un peu plus quelconque dans ces passages-là. Après, ce n'est pas tellement pesant parce que c'est assez léger, finalement. Ça représente assez peu de pages et ça crée un phénomène de contraste qui n'est pas inintéressant. Et au contraire, je trouve que ça vient un peu... c'est un livre quand même qui est sous le signe du double, donc c'est un roman qui est lui-même hybride et qui est sous le signe du trouble aussi. Et ça vient... ajouter une forme de dissonance, presque de fausse note dans la narration qui n'est pas inintéressante. Et je trouve justement que ça vient un petit peu perturber ce roman, sinon qui suit de façon très classique, mais très intelligente aussi, les codes, encore une fois, du roman gothique. Ça vient un tout petit peu le perturber. Et non, je ne trouve pas ça forcément raté. Oui, c'est un peu plus faible, mais je trouve que ça apporte encore une fois ce côté fausse note, ce côté trouble qui fait vraiment tout le sel de ce livre, dont je reconnais aussi, comme Philippe, la dimension érotique, sensuelle, sexuelle, là encore, toujours très trouble et très réussie. Philippe Chevillet. Moi, je voulais ajouter que dans la partie, si je puis dire moderne, ou la partie qui se passe en ville, il y a une scène qu'évidemment on ne peut pas raconter parce que ça serait raconter tout le livre, mais qui est la scène où s'est produit le fameux incident. L'incident, voilà, entre guillemets. Et cette scène-là est quand même dans un genre fantastique, onirique, moderne, assez réussi. Donc on a quand même, c'est pour ça que je disais qu'elle arrivait à introduire... qu'elle arrivait quand même à faire une unité avec cette partie forcément plus contrastée, mais c'est vrai que l'humiliation d'une adolescente aujourd'hui, ça passe par les portables, ça passe par les réseaux sociaux. Bon, c'est peut-être un peu convenu, mais la façon dont c'est aspiré par l'intrigue et puis en plus le basculement du livre fait qu'on oublie un peu tout ça et qu'on est ramené à la force de gothique moderne de cet ouvrage. Je me suis aussi posé quelques questions sur l'alternance des points de vue. Je trouve les passages qui sont écrits à la première personne, donc c'est Juillet qui prend en charge le récit, très beau, très convaincant. En revanche, tous les passages qui passent en narrateur omniscient et qui concernent beaucoup la mère des deux filles, je les trouve plus explicatifs et je me demande si ça n'aurait pas été mieux d'avoir peut-être moins d'explications, moins de généalogie. J'ai l'impression que le récit veut nous expliquer beaucoup de choses sur les origines familiales de ces deux petites filles et que c'est pas forcément nécessaire et que le suspense aurait peut-être été plus intéressant sans tout ça. Elisabeth Philippe. Oui, peut-être, mais encore une fois, c'est exactement comme le jeu de contraste qui naît de l'opposition entre le côté très contemporain et puis le côté gothique. Je trouve que l'intervention de ce narrateur apporte aussi quelque chose dans l'angoisse et le sentiment d'égarement qui saisit le lecteur, dans la mesure où même ce narrateur, il a quelque chose de non fiable. Parce qu'on devine bien qu'il y a un phénomène de dissociation, de trouble de l'identité, mais... Du coup, on se raccroche à ce que va dire ce narrateur, qui a la position d'un narrateur omniscient. Mais est-ce vraiment la réalité des faits qu'il nous rapporte? Donc, je trouve que ça participe aussi, encore une fois, du sentiment de trouble et d'égarement. Et ce n'est pas forcément inintéressant. Et de la même manière que les parties un peu de flashback sur leur vie à Oxford et au lycée ne sont pas... l'autrice ne s'y appesantit pas. Là, c'est la même chose. Donc, je ne trouve pas que ça vienne vraiment freiner la narration et l'élan du récit. Philippe Chevillet. S'il y a contraste, c'est sûr, mais il y a justement ce qui fait un peu aussi le succès parfois d'un film de suspense ou d'un livre, c'est quand on revient à des choses peut-être plus prosaïques, plus naturelles, et que tout d'un coup l'inquiétude renaît, et elle renaît parfois effectivement aussi dans la bouche du narrateur, ce que je trouve intéressant. Je trouve que les personnages, la mère est peut-être pas mon personnage préféré, mais elle a quand même une densité. J'aime bien aussi le personnage de l'adolescent roux qui est à la fois très énigmatique et c'est un personnage un peu aussi c'est un peu comme un genre de lutin. On ne sait pas s'il est malfaisant ou gentil. Ça participe encore à cette fantaisie, à cette richesse d'imagination de l'auteur.
C'est un livre en tout cas très prenant que Sœur de Daisy Johnson. Le livre a paru chez Stock et la traduction est signée Laetitia Deveau. France Culture. La critique. Lucille Como. Deuxième objet au programme de notre critique du jour. Alors, ce n'est pas le même livre, mais c'est un autre drame familial. Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Delphine de Vigan, écrivaine à succès, de nombreux romans à son actif, entre autres Rien ne s'oppose à la nuit ou encore D'après une histoire vraie en 2015. Un titre qui pourrait certainement s'appliquer aussi à ce nouveau roman qui commence un 5 juillet 2001 à la télévision. On va se connecter à l'Hololoft. Bonsoir. Est-ce que vos valises sont prêtes? Ouais. Alors écoutez, je vais faire un décompte avec le public ici et le public dehors. Je vais partir de 10 et à 0, vous êtes dehors. Ça vous va? Ouais. C'est génial. Ah ouais. 10, 9, 8, 7, 6, 5, pas trop vite. 1 et 0. Yana, comment ça va? Quoi? Ça va, bien. Enfin, c'est génial, on voit plein de monde, ça fait 70 jours qu'on n'a vu personne et enfin, pour moi c'est très dur. Enfin, ça va, c'est génial. Au départ de ce roman, Les enfants sont rois, il y a la passion d'une jeune fille née au milieu des années 80 pour la télé-réalité et notamment pour le Loft. Devenue adulte et mère, Mélanie Dior reproduit cette obsession en tenant un journal de sa vie familiale sur Instagram et autres chaînes YouTube, devenant ainsi une personnalité publique jusqu'au jour où sa petite fille Kimi disparaît. Commence alors une enquête menée par une policière, Clara Roussel, qui l'amène rapidement à s'intéresser à cette envahissante pratique des réseaux sociaux. Elisabeth Philippe, Les enfants sont rois, Delphine de Vigan, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors, je trouve que ça donne lieu à un polar plutôt bien mené, documenté, lucide, sans surplomb par rapport à un objet qu'on pourrait qualifier, en tout cas en apparence, d'objet impur pour la littérature, Internet, YouTube, etc., la télé-réalité et ses avatars. Mais je trouve que Delphine de Vigan, parce que ça se voit, ça se sent dans chaque page, elle a certainement fait un effort très important de documentation, d'immersion même dans cet univers de YouTube. Elle évite l'écueil qui consiste à parler d'Internet, souvent en littérature, sans y comprendre grand-chose. C'était notamment beaucoup le cas au début d'Internet en littérature. Ça donnait vraiment lieu à des livres assez ineptes. Et là, elle évite magistralement cet écueil-là. Et c'est déjà, je trouve, une des forces du roman, qui en plus se lit vraiment comme un bon polar, avec un suspense qui est bien maîtrisé de bout en bout. Donc je trouve que la lecture est intéressante à ce titre et qu'en plus du fait même de cette lucidité, de cette finesse d'observation de Delphine de Vigan, elle nous permet quand même de plonger dans ce monde de YouTube et des réseaux sociaux qui est un monde à la fois surexposé mais qui demeure obscur parce qu'on ne sait jamais réellement ce qui se cache derrière la caméra et de l'autre côté du miroir. Donc c'est aussi une immersion dans cet univers-là. Philippe Chevillet. Oui, moi j'ai apprécié ce roman que je trouve qu'en fait il allie un peu quatre genres, puisque c'est au départ un thriller effectivement qui est assez efficace, assez réussi. Il y a aussi un côté anticipation, puisque le roman commence au Loft, dont nous parlions. En 2001. Voilà, en 2001, et se termine en 2030. Et cette partie d'anticipation, elle a une... Voilà, qui a une vocation à nous expliquer pas mal de choses, est assez bien menée et assez crédible. Et puis en même temps, c'est une fable sur notre monde moderne, obsédé par l'image, par la télé-réalité, par les réseaux sociaux, et sur la famille aussi, puisque les enfants sont rois dans ce livre, et rois parce qu'ils sont exposés dans une émission de télé-réalité par leur mère, et donc c'est aussi l'utilisation des enfants, l'utilisation
et leur éducation comme ça qui est remise en cause. Je trouve que c'est efficace, c'est un roman juste, c'est-à-dire que dans chaque partie, il y a beaucoup de justesse. Ça fait penser finalement à moi qui me fait parfois un peu bousculer ici quand je défends des romans américains. Ça me fait penser à ces romans américains bien faits, avec voilà, on prend un sujet à bras-le-corps dans l'air du temps et puis on le mène jusqu'au bout, et puis on le mène bien. Mais on adore les romans américains bien faits. Vous êtes très très mauvaise langue. Ça m'est arrivé. Oui. Bon. Peut-être qu'il manque juste un tout petit peu peut-être de plus de folie ou de littérature dans le livre, mais franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et ça m'a fait réfléchir. Et je me revois moi-même regardant le Loft en 2001, la première émission, et comme j'avais regardé, être obligé à raconter ce que j'avais vu aux Échos parce que personne n'osait la regarder. Et je trouve que le point de départ est très malin parce que du coup, c'est vrai que c'est le point de départ d'une bascule, en tout cas dans la tête des Français et téléspectateurs. Donc voilà, moi c'est un avis globalement positif sur ce livre que je donne. Bon, alors moi, qu'est-ce que je fais? D'habitude, je fais l'avocat du diable, mais là, je suis le diable parce que je trouve le roman vraiment, vraiment raté. Et alors, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, Elisabeth Philippe, c'est quand même assez rare. Mais j'aimerais qu'on en parle justement sur la position du narrateur, parce que c'est en effet une chronique sociale. Il y a nécessairement l'écueil de la morale, puisqu'il s'agit de juger des personnages qui traitent mal ou pas leurs enfants. En l'occurrence, c'est assez rapide, on comprend qu'il les traite mal. Moi, je trouve que la position de surplomb du narrateur, elle est absolue et qu'elle passe par des phrases qui sont très souvent les chutes de chapitres qui emballent toutes les ambiguïtés possibles dans un gros paquet pour bien verrouiller le sens. Enfin, je peux en lire une, d'ailleurs, elle est sur la 4e de couverture, donc ce ne sera pas une grande surprise, mais par exemple, même dans les drames les plus terribles, les apparences ont leur mot à dire. Bah oui, je ne sais pas comment dire. Il y a quelque chose là-dedans, dans cette manière de boucler les chapitres, et qui fait partie de l'efficacité du récit, ça c'est indéniable, que je trouve très problématique d'un point de vue de l'éthique presque du narrateur, et donc peut-être de l'autrice. Je vais vous donner la parole, Elisabeth, mais Philippe me fait des signes, alors j'obéis. Oui, je pense que c'est ce que je disais quand parfois ça manquait un petit peu de littérature. Il y a des phrases qui sont un petit peu toutes faites. Mais dans les phrases toutes faites, il y a souvent, faut beaucoup se méfier, je trouve, de ce genre de clichés littéraires. Mais elles sont efficaces pour suivre l'action. Là où je vous trouve un peu injuste, c'est que si le narrateur effectivement emporte tout et s'il y a une vision moraliste, oui, c'est un livre, c'est le livre moraliste, mais je pense que ce qui rattrape, disons, et ce qui empêche que ça soit plein de clichés, c'est que les personnages eux-mêmes, c'est quand même, l'analyse est assez subtile. C'est-à-dire, par exemple, le personnage de Mélanie, la mère, c'est pas un monstre, ou du moins c'est un monstre qui est attachant, parce qu'elle a voulu être elle-même, elle a vu le Loft, elle a voulu être une star de la télé-réalité, elle n'a pas réussi, et à la limite, le côté elle vit avec son mari de ses émissions, mais c'est pas ça le principal, c'est cette volonté d'être une star à la télé avec ses enfants. La façon dont c'est fait, je trouve que c'est assez fin. Et le personnage en contrepoint de la policière, hein, qui est la greffière, la procédurière, est assez intéressant aussi parce qu'il n'est pas non plus trop cliché. C'est un personnage un peu flou par moment, et je trouve que justement les personnages sont assez justes et évitent qu'on dérive vers quelque chose de trop évident et plein de clichés. Elisabeth, Philippe. Oui, je rejoins complètement ce que vient de dire Philippe Chevillet. Et puis, je vois ce que vous dites avec ces formules toutes faites. Là, celle que vous venez de citer, je ne peux pas... J'ai peu de choses à dire pour la défendre, effectivement. Mais les personnages ne sont pas monolithiques. Et c'est vrai qu'il y a quand même une compréhension. Certes, ce narrateur, on voit qu'il y a un point de vue moral qui se pose sur cette réalité-là. Mais il y a aussi une compréhension de ce qui mène ces personnages à ainsi s'exposer. Il n'y a pas de jugement de cette forme de narcissisme ou de cette forme de surexposition. Et puis, ce que j'apprécie aussi, Philippe disait ça manquait peut-être un peu de littérature. Mais finalement, je trouve que le fait que toute la description, par exemple, de cet univers propre aux réseaux sociaux et notamment à YouTube, se fait notamment par des procès-verbaux. Et donc des descriptions extrêmement factuelles faites par la policière, donc la procédurière, de ce que l'on peut voir dans ces vidéos. Et donc là, il y a un décalage assez intriguant et amusant qui se noue entre, d'un côté, l'objet qui est décrit, à savoir des vidéos au contenu... assez abyssal et indigent. Enfin, là, c'est moi qui souvent des surplomb, enfants mais qui ouvrent des enfants qui vont manger des chips sans les mains, qui ouvrent
qui ouvrent les des dizaines cadeaux. de colis qui leur sont envoyés par des marques, puisqu'on parle quand même de vies qui sont intégralement sponsorisées, quasiment du lever au coucher. Et le fait que ce soit décrit dans une langue extrêmement administrative, rigoureuse, etc., je trouve que ça crée un décalage qui est pas inintéressant. Et puis, encore une fois, il me semble que Delphine de Vigan, qui, lorsque je l'ai interviewée pour ce roman, me disait qu'elle avait regardé énormément de ce type de vidéos et de posts sur Instagram, c'est vraiment de quoi elle parle. Oui, mais je doute pas de ça. J'imagine qu'elle est en effet très documentée, ça se sent à la lecture, mais en revanche, je doute qu'elle ait réellement un point de vue intéressant sur, par exemple, donc typiquement, c'est quand même l'articulation du roman, l'articulation entre la fascination pour la télé-réalité, qui est une chose, qui est un phénomène, bon, c'est dans les années 2000, et l'utilisation forcenée avec des enfants des réseaux sociaux. Elle fait un peu comme si c'était évident, et le personnage principal de Mélanie, il se construit uniquement dans cette double fonction. Ce continuum, il est extrêmement bien amené, il me semble, et c'est vraiment la façon. Il y a une phrase d'ailleurs qui le dit de façon très explicite. Alors oui, effectivement, on pourrait dire c'est tellement surligné que ça en perd tout mystère, mais qui dit que la télé-réalité nous a imposé au réel ses codes, ses modes narratifs, et c'est vrai. Non, je suis pas sûre, mais bon. Justement, en tout cas, c'est une question, c'est pas une évidence. Regardez sur Instagram, sur tous ces réseaux sociaux qu'on est quand même très nombreux à utiliser, il y a effectivement cette façon de parler face caméra, exactement comme le faisaient les lofters dans le confessionnal. Alors, là, comme des journalistes. Ou comme des journalistes. Mais je trouve que c'est pas inintéressant cette façon de créer justement une continuité entre la télé-réalité et ce monde de YouTube qui, comme le dit Delphine de Vigan assez justement, se retrouve un peu à l'intersection du télé-shopping, parce qu'il est complètement sponsorisé, encore une fois, et la télé-réalité. Et elle reprend bien l'éthique de langage aussi propre à ce monde parallèle, où les gens disent « je vous partage quelque chose » et non pas « je partage avec vous », ou toujours la façon d'appeler, de baptiser les abonnés de petits noms d'amour, mes chéris, mes chouchous, etc. Alors que c'est finalement derrière ces écrans, il y a une très très grande solitude et qu'elle raconte très bien. Je vous coupe, Elisabeth, pardon, je voudrais juste redonner la parole à Philippe parce que le temps file. Philippe Chevisé. Juste en un mot, c'est vrai que ce que j'apprécie peut-être le plus dans ce livre, c'est le fait qu'elle est menée justement comme une enquête policière et que tout est mené jusqu'au bout. C'est-à-dire que dans cette partie, dans la partie qui se passe jusqu'en 2030, la transformation des personnages, ce qu'ils deviennent, est assez crédible. Ce que devient la télé-réalité telle que le fait l'héroïne, et la rébellion des enfants aussi est assez crédible. Donc je trouve que c'est vraiment, elle a mené jusqu'au bout son projet et elle a frappé juste. Les enfants sont rois, Delphine de Vigan, le roman apparu chez Gallimard. Merci beaucoup à vous, Elisabeth Philippe. Philippe Chevillier, vous restez avec nous. Après le journal, on parle de spectacle.